Donc, mesdames, messieurs, je vous invite à vous asseoir. La première chose qu'on dit aussi de rappeler, c'est chacun, n'oubliez pas de mettre votre portable, soit l'éteindre, soit le mettre en veille, pour éviter que ça fasse des interférences avec la caméra notamment et les différentes choses. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous remercie pour votre présence pour cette première réunion du nouveau conseil municipal et je vous souhaite la bienvenue dans cette salle Jean Moulin. Cette période de lutte contre le coronavirus nous a contraints à ce repli vers notre salle des fêtes afin de respecter les différentes consignes sanitaires, les gestes barrières et la distanciation imposée par le virus. J'ai néanmoins souhaité apporter quelques éléments majeurs pour que cette salle devienne effectivement un lieu de travail pour l'installation du nouveau conseil municipal. La présence du buste de Marianne symbolise parfaitement notre République française. Elle est apparue en France en 1792. Elle est très souvent, à part chez nous, coiffée d'un bonnet phrygien qui, pendant la Révolution française de 1789, était l'emblème de la liberté et de la République. Vous avez aussi notre drapeau tricolore, avec à ses côtés le drapeau européen, bien entendu. Notre drapeau tricolore, qui pavoise tous nos bâtiments communaux, est le symbole incontournable de notre République depuis 1794. Il associe les couleurs de la ville de Paris, le bleu et le rouge, qui étaient les couleurs des rois capétiens et carolingiens, à la couleur blanche qui représente la royauté française. Le rouge évoque aussi la couleur du sang qui fut versé en 1789 pour libérer le peuple paris du joug de la monarchie. Mesdames, Messieurs, je termine ce petit mot d'accueil en remerciant mes collègues adjoints, Pascal Coutan, présent pour assurer le service minimum, et tout le personnel communal qui, avec l'étroite participation de M. Elbaz, m'ont aidé à affronter ces 8 semaines d'isolement imposées par le Covid-19. Nous avons essayé de gérer le mieux possible cette période, ô combien pénible pour tout le monde, et nous avons amorcé la sortie progressive de ce confinement qui sera poursuivi par le nouveau conseil municipal. Je vous adresse à tous un grand merci. Donc, je vais... Voilà, je suis perdu dans les feuilles, moi. Je vais donc lire la liste faire l'appel des membres élus par le conseil pour ce nouveau conseil municipal. Donc, Monsieur Xavier Elbaz, Claudine Largot, Patrice Taupin, Delphine Chevalier-Gontier, Grégory Pratt, Valérie Bertin, Jean-Noël Mériot, Nadine Lartigue, Adrien Mode, Pauline Moulin, Fabien Camus, Laetitia Pain, Lydie Brunet, Bernard Faux, Nicole Ortion, Mathis Thomas, Brigitte Bigot, François-Philippe Thibault, Laure Toury, Robert Vallée, Marie-Thérèse Huleux, Patrick Giroir. Merci. Et donc je passe la parole à la doyenne du conseil municipal, à Marie-Thérèse. Je vous souhaite bon après-midi, bonjour à toutes. C'est moi alors que la présidente
que je vais commencer. Alors, pour procéder à l'élection d'un secrétaire de séance, donc désignation de l'article L 21-21-15 et alors désignation d'au moins 2 assesseurs. Alors, les assesseurs. Alors, il y avait monsieur Mathis Thomas et monsieur Thibault. Oui. Et monsieur Thomas de faire aussi fonction de secrétaire de séance. D'accord. Alors, le président de la séance se conseille de procéder à l'élection du maire. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est obtenu. Alors, la majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif. Madame la Présidente, ce que je propose déjà, c'est il y a 3 conseillers municipaux qui proposent le huis clos, le vote du huis clos. En l'occurrence, François-Philippe Thibault, Mathis Thomas et moi, on souhaite mettre au vote le huis clos. Le huis clos, d'accord. Oui, d'accord. Alors c'est qui, tu dis Mathis Thomas. Oui, pour le vote du huis clos, monsieur Mathis Thomas, c'est... Non, vous demandez à monsieur. Qui sont sûrs, oui. Qui sont sûrs pour le huis clos, là, pour Mathis Thomas. Bien, je vous remercie. La séance est à huis clos. Hein? La séance est donc à huis clos. La séance est donc à huis clos, d'accord. Après l'élection du maire, oui, le président propose donc l'élection du maire en disposition prévue. Hein? Alors, le président de séance rappelle que monsieur le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue par les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. La majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif légal du Conseil, mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, des comptes faits, des bulletins blancs et ou nuls. Alors, il n'y a pas d'obligation de déclaration de candidature. Peut être élu maire un conseiller municipal qui ne s'est pas porté candidat à la fonction. Les conseillers municipaux candidats aux fonctions de maire sont invités à se déclarer. Monsieur Elbaz, pour monsieur Elbaz, un bulletin secret, d'accord. Alors maintenant là. Alors on va buter, oui. Chacun. Voilà. On va voter pour monsieur Elbaz un bulletin secret. Le maire, pour le maire. Vous avez des bulletins dans votre enveloppe et des enveloppes. Donc un bulletin par enveloppe. Et mentionner le nom du candidat. Et chaque conseiller à l'appel de son nom viendra déposer le bulletin d'orient qui est ici. Et puis chaque personne va déposer l'enveloppe. Alors, monsieur est là.
Vallée, Robert. Marie Grésuleux. Patrick Giroir. Tableau blanc. Rien. 23. L'urne par terre. L'urne. C'est pour mieux voir. Merci. 23 bulletins trouvés dans l'urne. On les ouvre. Monsieur Albin. Xavier Elbaz. Monsieur Elbaz. Attendez, Xavier Elbaz. on en est à deux, là, c'est ça? Blanc. Attendez, que j'ai le temps de noter, s'il vous plaît. Blanc. Monsieur Elbaz. 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 Un blanc. Monsieur Elbaz. Un blanc. Monsieur Elbaz. Un blanc. Monsieur Elbaz. Monsieur Elbaz. Monsieur Elbaz. Et un blanc. Normalement, vous devez avoir mis. Papa. Si, 18. Vous pouvez les compter quand même, 18. 1, 2, 5, 2.
J'ai annoncé, Madame la Présidente, que M. Elbaz était venu avec 18 voix, le maire avec 18 voix, 18 voix pour. Le micro, le micro. Mesdames, Messieurs, M. Elbaz est élu à l'unanimité. Monsieur Elbaz, c'est pour moi un grand honneur que de vous remettre cette belle et précieuse écharpe tricolore qui est très très souvent présentée et finalement qui a été créée en juillet 1792 pour symboliser la République de septembre 1792. Cette écharpe tricolore a aussi une petite histoire, c'est que en 1830, lors de la Restauration, Louis-Philippe ne voulait plus porter l'écharpe tricolore puisqu'il voulait reprendre l'écharpe blanche de la monarchie. Mais heureusement, la Deuxième République de 1848 a sonné le retour en force de l'écharpe tricolore qui est restée telle qu'elle est depuis ce temps. Donc, elle reste ce qu'elle est, et je vais vous la remettre en son temps. C'est... Non, ça va pas droit. Hop, non, non. Voilà, le bleu est ici. Et voilà. Bon, voilà. C'est pas facile à mettre le cadeau. La première fois, c'est pas évident. C'est évident. Alors. Hein? Non. Comme ça. Voilà. Voilà. Merci. Le bleu ici, près du col, puisque ça montre que vous êtes monsieur le maire. Si on avait mis le rouge près du col, c'est que vous auriez été non pas seulement monsieur le maire, mais aussi le député ou un autre parlementaire. Je vous félicite pour cette élection. Et j'en profite aussi pour vous remettre dans la foulée, eh bien, symboliquement, la clé de la ville de Lisieux. Et en même temps, je vais vous remettre aussi officiellement les clés. Les clés de la mairie, l'entrée principale, la porte d'entrée arrière et la clé de votre bureau. Merci beaucoup. Voilà. Merci énormément. Merci. Ce que je propose, dans la mesure où il y a 1 mètre de distanciation sociale entre chacun, c'est ceux qui veulent, évidemment, de retirer leur masque. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Ouais. Monsieur le maire, permettez-moi, cher Bernard Gontier, de continuer encore un peu à vous appeler ainsi, mesdames et messieurs les élus. Votre confiance m'honore et je tâcherai d'en être digne. C'est avec évidemment beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous à cet instant. Je tiens tout d'abord à saluer Bernard Gontier et l'ensemble des élus municipaux qui, à ses côtés, ont œuvré pour notre commune ces 10 dernières années. Désendettement de Villedieu-sur-Indre, construction de Théosport, agrandissement de la crèche, rénovation des voiries, rénovation de notre église, rénovation du monument aux morts, baisse des tarifs de la cantine, soutien aux associations. Voici seulement quelques exemples de ce que vous avez réalisé pour Villedieu. Bernard Gontier, votre premier engagement public débuta à Prunier comme conseiller municipal en 1983. En 1989, vous faisiez votre entrée au conseil municipal de Villedieu-sur-Indre. Jusqu'à aujourd'hui, et durant 31 ans, vous avez été au service des Théopolitaines et des Théopolitains. Votre gentillesse, votre honnêteté et votre sens de l'intérêt général sont les qualités que vous reconnaît chaque habitant. Durant ces 10 dernières années, comme maire, vous avez fait vivre la démocratie à Villedieu-sur-Indre. Une démocratie qui est, comme le disait Pierre Mendès France, et vous verrez, monsieur le maire, que vous n'êtes pas le seul à être adepte de quelques citations, donc qui est, comme le disait Pierre Mendès France, beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un code moral.
Avec vous, Bernard Gontier, ce code moral a trouvé dans notre département l'un de ses plus valeureux défenseurs. Durant ces 2 derniers mois, vous avez fait preuve, à mon égard, d'un grand sens républicain. Si une telle période transitoire devait de nouveau avoir lieu dans notre commune, j'espère réussir à suivre votre exemple. À l'occasion du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier à Villedieu-sur-Indre, la liste Rassemblée pour agir, que j'avais l'honneur de mener, arrivait en tête avec 53,74% des suffrages. Surtout, c'est avec une forte participation de près de 69%, nettement supérieure à la moyenne départementale, qui, rappelons-le, était à 53%, et à la moyenne nationale, 44%, que les Théopolitains ont fait le choix du changement. François-Philippe Thibault, dont le nom famille fait écho à d'innombrables souvenirs pour un grand nombre d'habitants, porte ainsi la voix de 624 de nos concitoyens. À travers vous, et les membres de votre équipe, je souhaite que ces habitants soient considérés, respectés, entendus et écoutés. Ainsi, vous aurez toute la place qui est la vôtre, et même plus, au sein du conseil municipal, évidemment, des commissions et des représentations de notre commune dans les instances extérieures. Parce que je crois que pour retrouver la confiance des Français, les acteurs publics doivent, y compris au niveau local, mettre leurs actions en adéquation avec leurs paroles. Je souhaite que notre promesse de rassemblement ne soit pas qu'un slogan de campagne, mais se vérifie par des faits. Pour la première fois depuis bien longtemps dans notre commune, je propose donc qu'une commission soit confiée à un membre de la liste minoritaire. Par cette proposition, je veux que chacun comprenne que l'intérêt général de Villedieu sera notre seule et unique boussole, et que nous ne demanderons pas aux uns ou aux autres qui ils ont soutenus, mais s'ils sont de bonne volonté et prêts à se retrousser les manches pour permettre à notre commune d'avancer. J'ai conscience que par le vote des Théopolitains le 15 mars dernier, c'est une page de notre commune qui se tourne, et qu'il est de ma responsabilité d'être à la hauteur des engagements pris. Si la crise que traverse notre pays, aujourd'hui sanitaire, demain économique et sociale, renforce certaines propositions que nous avions faites, notamment sur le pouvoir d'achat, l'environnement, la santé et la solidarité, qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté et le moindre doute. Nous ne transigerons pas avec le programme présenté aux habitants et, jusqu'au jour de ce mandat qui débute, nous mettrons tout en œuvre pour réaliser chacun de nos engagements. Ainsi, je souhaite évoquer devant vous quelques-unes de nos priorités. Tout d'abord, le pouvoir d'achat. Plus que jamais, nous soutiendrons nos concitoyens. Baisse des taux d'imposition, maîtrise de l'endettement, baisse de la facture d'eau, nous agirons pour rendre leur argent aux Théopolitains. Autre priorité, la redynamisation de Villedieu-sur-Indre. À égale distance entre le chef-lieu de canton et notre ville-préfecture, Villedieu est idéalement situé et a tous les atouts nécessaires à son développement. Ainsi, nous lutterons chaque jour en employant tous les moyens qui sont les nôtres pour permettre l'installation de nouveaux commerces et apporter plus de dynamisme à notre commune. Troisième point, le cadre de vie. Propreté de Villedieu, fleurissement de notre commune, réfection de rues avec enfouissement des réseaux, lutte contre les logements vacants en centre-bourg. La priorité sera donnée à l'embellissement de la commune durant les 6 prochaines années. Le cadre de vie, c'est aussi des infrastructures nouvelles. Je pense à un city-stade et des infrastructures rénovées, comme nos aires de jeu pour enfants. Ensuite, les transports et la mobilité. Notre département rural voit de plus en plus ses habitants être ghettoisés en pleine campagne, faute de pouvoir se déplacer. À Villedieu-sur-Indre, je pense à ces personnes âgées que j'ai rencontrées qui ne peuvent plus aller au marché puisqu'ils ne conduisent plus. Je pense à ces jeunes qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire, à ces hommes et ces femmes qui ne trouvent pas d'emploi, faute de voiture. Je sais bien que le transport n'est pas le sujet le plus séduisant qu'il soit. Pourtant, en y apportant des solutions, nous permettrons de régler bien des problèmes. Bourse au permis de conduire, navette municipale, bus gratuit, pistes cyclables, nous avons pris des engagements et nous les tiendrons. Sujet primordial, la sécurité. Qu'est-il plus important que de vivre chez soi en sécurité? Bien sûr, il s'agit avant tout d'une compétence de l'État. Néanmoins, et vous l'aurez compris, je ne suis pas homme à être spectateur et à laisser faire. Nous pouvons, à notre échelle, agir avec responsabilité. La vidéoprotection sera installée dès la première année de ce mandat. Et nous nouerons des liens étroits avec la gendarmerie nationale dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. 6e point, la protection de l'environnement. Là encore, nous pouvons, et devrais-je dire,
nous devons agir au niveau local. C'est bon pour notre planète, c'est nécessaire pour les générations qui nous succéderont, et n'ayons pas peur de le dire, c'est souvent source d'économies financières. Protection de nos ressources en eau, préservation de la biodiversité, végétalisation, entretien des cours d'eau, transition de l'éclairage public en basse consommation. Aujourd'hui, plus que jamais, n'hésitons pas. À ces 6 priorités, j'ajouterai un dernier point, nos enfants. Je souhaite que nous travaillions tous ensemble, je dis bien tous ensemble, à garantir une vie scolaire optimum à nos enfants. Des infrastructures à la restauration scolaire, des activités périscolaires à ces petits détails qui font la vie de nos écoles, tendons à être une municipalité exemplaire pour que lorsque les petites théopolitaines et les petits théopolitains quittent l'élémentaire pour rejoindre le collège, ils aient bénéficié des mêmes conditions que leurs camarades d'autres communes plus importantes du canton. Alors, mesdames et messieurs les élus, une nouvelle fois, merci de l'immense honneur que vous me faites aujourd'hui. Je ne vous décevrai pas. Nous allons écrire ensemble une très belle page de l'histoire du Vieux-sur-Indre. Maintenant, retroussons-nous les manches, et le travail ne fait que commencer. Je vous remercie. On va déjà vous faire passer, une liste avec les contacts de chaque conseiller municipal, vérifier si tout est correct, et sinon n'hésitez pas à corriger derrière par exemple. On va reprendre la séance du conseil municipal en suivant l'ordre du jour. Donc le point numéro 4, détermination du nombre des adjoints. L'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ainsi, dans notre cas, avec Vieux-sur-Indre, le nombre maximum d'adjoints est de 6. Je propose de fixer pour ce mandat le nombre d'adjoints à 5. Qui est pour? Qui s'abstient? Je m'abstiens. En principe, je dis toujours pourquoi je m'abstiens. Parce que je pense que 5 adjoints milieux, c'est quand même un peu beaucoup. D'accord, c'est noté. Et qui s'y oppose? D'accord. Donc il y aura 5 adjoints à Vieux-sur-Indre. Point numéro 5. Élection des adjoints. Pour faire procéder à l'élection de 5 adjoints, conformément aux dispositions légales, l'article 2122-7-2 du CGCT, le vote aura lieu à bulletin secret. Sauf que ce n'est pas obligatoire, c'est obligatoire pour les communes de moins de 1000 habitants. Donc ce que je vous propose, que ça soit à main levée. Néanmoins, si une personne préfère que ce soit à bulletin secret, on organisera à bulletin secret. Est-ce que quelqu'un voudrait que ce soit à bulletin secret? Non? Parfait. Donc on votera à main levée. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes doivent comporter autant d'hommes que de femmes. L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin. L'élection, cette fois, aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je ne sais pas si vous avez eu la liste des adjoints. Non? Non? D'accord. Et Pascal Coutan va noter, du coup. Merci. Pascal Coutan va noter les noms. Ce que je propose en première adjointe, Madame Claudine Lardot. En deuxième adjoint, Monsieur Patrice Taupin. En troisième adjointe, Madame Delphine Chevalier-Gontier. En quatrième adjoint, Monsieur Grégory Pratt. Et en cinquième adjointe, Madame Valérie Bertin. Est-ce qu'il y a d'autres candidats au poste d'adjoint? Okay. Alors, pour valider cette liste d'adjoints, qui est pour? Qui
Qui s'abstient? D'accord, donc il n'y a pas de vote contre, 18 voix pour et 5 abstentions. Du coup, je vais remettre les écharpes aux adjoints. Claudine Lardot. Il va falloir qu'on y arrive encore. Effectivement, Bernard Montier a raison, de les mettre à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Patrice Taupin. Delphine Chevalier-Gontier. Grégory Pratt. Et Valérie Bertin. Félicitations à vous. Alors, le point numéro 6, et c'est une nouveauté, c'est la lecture de la charte de l'élu. Vous avez tous dans le dossier qui est devant vous. La loi 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L1111-11 du Code général des collectivités territoriales. Je dois ensuite remettre, c'est déjà le cas, aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qu'il soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ça s'applique à chacun d'entre nous.
Point numéro 7, fixation des indemnités. Il appartient aux conseillers municipaux de fixer le montant des indemnités du maire et des adjoints. Le montant est fixé par la loi en fonction de la strate de population à laquelle appartient la commune, soit de 1000 à 3499 habitants, la nôtre. Je propose que le conseil municipal fixe l'indemnité du maire au taux maximal de 51,6% de l'indice brut 1027, soit une indemnité brute mensuelle d'environ 2006,93 €. De fixer l'indemnité de fonction des adjoints au taux maximal de 19,80% de l'indice 1027, soit une indemnité brute mensuelle d'environ 770,10 centimes, 770 € et 10 centimes. De fixer l'indemnité de fonction de conseiller municipal délégué à 5% de l'indice brut 1027, soit une indemnité brute mensuelle d'environ 194,47 €. Je précise que les indemnités sont augmentées en cas de revalorisation des traitements de la fonction publique, mais nous n'y sommes pas. Qui est pour? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 8. C'est le point le plus long. Il faudra être attentif, mais normalement ça a été vu auprès de chacun. Formation des commissions municipales. Il convient de procéder à l'élection des membres devant siéger à la commission d'appel d'offres. Je rappelle que j'en suis le maire, en est de droit le président. Tous les marchés passés selon une procédure formalisée dont le montant est supérieur à 40 000 € hors taxe, au 1er janvier 2010, pour attribution. Enfin, lui être soumis, c'est à la commission d'appel d'offres. Dans les communes de moins de 3500 habitants, la commission d'appel d'offres, qui est composée de l'autorité habilitée à signer les marchés et de 3 conseillers municipaux, conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Je propose un vote à scrutin secret pour élire les 3 conseillers municipaux devant siéger à la CAO. Je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire le vote au bulletin secret, M. Coutan. Il demande obligatoire, mais si... Bon, non, mais d'accord, si c'est obligatoire, pas de souci. Donc, je propose que le conseil municipal désigne le maire comme président de la commission d'appel d'offres et de voter 3 conseillers municipaux suivants, membres titulaires de la commission d'appel d'offres: Patrice Topin, Jean-Noël Mériot, Robert Vallée. Avant toute chose, est-ce qu'il y aurait d'autres candidats? Non? Donc on va voter à bulletin secret pour, contre ou blanc s'il y a abstention. Et je vous appellerai dans l'ordre de mise en place du conseil. Leonardo. Lydie Brunet. Bernard Faux. Mathis Thomas.
et Marie-Thérèse Huleux. Ce que je propose, et je vois qu'ils sont restés. Pour. 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 Les comptes sont justes. 22 pour, un blanc. Donc la formation de cette commission d'appel d'offres est approuvée. Dans le point numéro 8, la deuxième partie, les commissions de travail. Les conseils municipaux, j'exposais des commissions spécialisées chargées d'étudier plus particulièrement certains dossiers ou de réfléchir à des questions concernant la vie communale sous tous ses aspects les plus divers. On appelle également les commissions permanentes et qui ont vocation à étudier les points qui seront à l'ordre du jour du conseil municipal suivant. Je propose de créer 6 commissions qui, à un détail près, restent les mêmes que le mandat précédent, notamment la partie sport qui passe d'une commission à l'autre. La première commission des finances, du budget, du personnel et de la sécurité, 7 membres. Commission éducation, enfance, jeunesse, scolarité, rythme scolaire, cantine, activités éducatives, caisse des écoles, 7 membres. Commission travaux, environnement et entretien du patrimoine communal, 7 membres. Commission culture, communication, service à la population, porte les cérémonies officielles, médiathèque, jumelage, école de musique, communication, vie culturelle et manifestations exceptionnelles, 7 membres. Commission affaires générales, vie associative et sportive, qui comporte la petite enfance, les associations, le sport, le fonctionnement des salles municipales, le marché et la vie économique, 7 membres. Et enfin, la commission action sociale, solidarité et logement, qui comporte la vie sociale et le CCAS, la banque alimentaire, les repas à domicile. Conformément à l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire est président de droit de chacune de ces commissions et qu'un vice-président sera élu lors de la première réunion de la commission. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est de changer la dénomination dans la délibération de responsable par vice-président. Mais ce sera le point suivant. Sur la création de ces commissions, qui est pour? Ok, donc à l'unanimité, je vous remercie. Désignation des conseillers municipaux comme membres de ces commissions. Pour la commission des finances, du budget, du personnel et de la sécurité. Donc vice-président Jean-Noël Merniot, les membres Brigitte Bigot, Delphine Chevalier-Gontier, Bernard Faux, Patrick Giroir, Grégory Pratt, François-Philippe Thibault. Ce que je vous propose, c'est qu'on va tous les lire et puis on votera à la fin le paquet entier. Mais s'il y a des demandes de modification, on en parle à la fin de cette lecture. Commission éducation, enfance, jeunesse, scolarité, rythme scolaire, cantine, activités éducatives, caisse des écoles, vice-présidente Valérie Bertin. Les membres Lydie Brunet, Fabien Camus, Marie-Thérèse Huleux, Nadine Lartigue, Laetitia Pain et François-Philippe Thibault. Commission travaux, environnement et entretien du patrimoine communal, vice-président Adrien Mode et les membres Brigitte Bigot, Cyril Desbois, Patrice Taupin,
François-Philippe Thibault, Mathis Thomas, Robert Vallée. Commission culture, communication, service à la population, cérémonie officielle, médiathèque, jumelage, école de musique, vie culturelle et manifestations exceptionnelles, vice-présidente Laure Toury. Et les membres Lydie Brunet, Fabien Camus, Delphine Chevalier-Gontier, Marie-Thérèse Juleux, Pauline Moulin, pardonnez-moi, Mathis Thomas. Commission Affaires Générales, vie associative et sportive, petite enfance, association, sport, fonctionnement des salles municipales, marché, vie économique. Vice-président Grégory Pratt. Les membres Valérie Bertin, Cyril Desbois, Claudine Lardot, Nicole Ortion, Laure Toury, Robert Vallée. Et enfin, Commission Action Sociale, Solidarité, Logement, avec la vie sociale et le CCAS, la banque alimentaire, les repas à domicile, le logement, le cimetière, le Lève-Marcy, les relations avec le CNAS. Vice-présidente Claudine Lardot, les membres Bernard Faux, Patrick Giroir, Marie-Thérèse Juleux, Nadine Lartigue, Pauline Moulin, Nicole Ortion. Est-ce qu'il y a des commentaires, déjà des demandes de modification ou pas? C'est bon pour tout le monde? On va quand même voter la composition. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 9, élection des représentants de la commune aux organismes réglementaires et syndicats intercommunaux. Le premier, le CCAS. Je propose d'élire les conseillers municipaux devant siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, le conseil d'administration du CCAS donc. Je propose que nous fixions à 8 le nombre de membres élus et à 8 le nombre de membres désignés devant siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Les 8 membres devant le représenter, à savoir de droit le président, le maire, Xavier Elbaz, les membres Bernard Faux, Patrick Giroir, Marie-Thérèse Huleux, Claudine Lardot, Nadine Lartigue, Pauline Moulin, Nicole Ortion. Idem, on votera à la fin. Pour le conseil d'administration de la Caisse des écoles, je propose qu'on fixe à 8 le nombre des élus devant siéger au conseil d'administration de la Caisse des écoles et de désigner les 8 élus devant le représenter, à savoir le président, le maire, Xavier Elbaz, les membres Valérie Bertin, Brigitte Bigot, Lydie Brunet, Fabien Camus, Patrick Giroir, Nadine Lartigue, François-Philippe Thibault. Composition des représentants de la commune de Vidieu au sein du syndicat mixte du Golfe du Val de l'Indre. Membre titulaire Xavier Elbaz, Adrien Mode. Membre suppléant Patrice Topin, François-Philippe Thibault. Pour les représentations au sein du syndicat intercommunal de gestion de l'assainissement autonome de l'Indre. Membre titulaire Patrice Topin, membre suppléant Grégory Pratt. Les représentants au sein du syndicat mixte des eaux de la Demoiselle, il y a 2 membres titulaires, Patrice Topin et Robert Vallée. Les représentants au sein du syndicat d'assainissement non collectif, les membres titulaires Jean-Noël Mériot, Robert Vallée, les membres suppléants Patrice Topin, Patrick Giroir. Les représentants de la commune au sein du syndicat départemental d'énergie de l'Indre, le SDEI. Membre titulaire Xavier Elbaz, membre suppléant Patrice Topin. Les représentants de la commune au sein du syndicat de ramassage scolaire du canton de Buzancé, membre titulaire Valérie Bertin, Patrick Giroir. Membre suppléant Nadine Lartigue, Marie-Thérèse Huleux. Est-ce qu'il y a demande de modification? Non, on va également le voter. Qui est pour? Excuse-moi. Oui, pardon. Quelle différence entre le syndicat intercommunal de gestion d'assainissement autonome de l'Indre et le syndicat d'assainissement non collectif? Je vais laisser Pascal Coutan apporter cette précision. C'est deux entités différentes qu'on va présenter comme différentes. Voilà, ça c'est nouveau, ça n'existait pas. Oui, il y en a un qui a changé de nom récemment. Il y en a un qui a changé de nom, c'était la vallée de la Trégonce. Oui, c'était ça. Il remplace celui sur la Trégonce. Voilà. Donc on va aller voter. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 10, délégation donnée par le conseil municipal au maire. En vertu de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je demande au conseil municipal de charger le maire en tout ou partie pour la durée du mandat des délégations dont je donne lecture. Et donc je propose, on va les lire, mais je propose donc au conseil municipal de décider de déléguer au maire et pour la durée du mandat les délégations suivantes. Lecture.
de procéder dans la limite fixée par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés entre la forme négociée en raison de leur montant lorsque les crédits sont prévus au budget, de décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance, d'autoriser la signature de conventions, de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'alignation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 3 000 €, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec le tiers dans la limite de 1 000 €. D'ester en justice, de choisir un avocat, de fixer la rémunération et de régler les rémunérations, pardonnez-moi, et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, France Domaine, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L214-11 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L241 à L243 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre et la réalisation des emprunts dans la limite de 500 000 € par année civile. J'apporte deux précisions. La première, j'anticipe peut-être des questions. Quel changement par rapport à la dernière mandature? Ce sont les trois derniers points. Pourquoi? C'est une simple volonté de permettre de fluidifier et surtout de pouvoir agir avec rapidité si on était amené à utiliser ces différents points, ces différents pouvoirs. Première chose. Deuxième chose, et notamment pour les nouveaux élus, le maire n'utilise pas ses pouvoirs tout seul dans son bureau. Il rend compte au conseil municipal, c'est-à-dire qu'à chaque conseil municipal, je rends compte des décisions qui ont été prises en vertu de ses pouvoirs dans la période qui s'écoule entre les deux conseils. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? J'ai une petite question. Oui. C'est donc pas soumis à délibération. En début de conseil, c'est une délibération. En début de conseil, moi je vous... Parce que vous dites que c'est entre les deux conseils. À chaque conseil, je présente les décisions qui ont été prises, en l'occurrence par le maire, selon tous ses pouvoirs. Après, je pense que chaque commune s'organise comme elle veut. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous présenterai les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal, dans le laps de temps. Donc à chaque conseil, il y aura une présentation des décisions qui auront été prises. Voilà. J'ai également une question. Oui. Est-ce que le mot « la réalisation » n'est pas une impropriété de terme? Il s'agit plutôt de la souscription des emprunts. On a recopié les textes qui étaient dans le Code général des collectivités. On vérifiera s'il y a besoin, on fera passer une délibération pour être sûr. Mais de mémoire, on a vraiment fait un copier-coller du texte. Qui est pour? Qui s'abstient? Non, l'unanimité, merci. Mais on regardera quand même. J'écoute, on pourra quand même vérifier ça. Je mange pas de pain. Vous me direz l'autre. Avant-dernier point, délégation de signature aux adjoints et fonctionnaires territoriaux. La délégation de signature vise à mieux répartir les responsabilités. C'est une mesure d'organisation interne permettant à l'autorité supérieure de se décharger de certaines tâches sans être dessaisie de ses pouvoirs ni de sa responsabilité. Elle a pour objet de permettre à une autorité subordonnée, nominativement désignée, de signer certaines de ses décisions relevant de l'autorité délégante. Son domaine d'application est limité, elle ne peut être générale. L'autorité délégante, le maire, conserve pleinement sa compétence dans les domaines qui font l'objet d'une délégation de signature. La délégation de signature aux adjoints,
Elle est nominative. Cette délégation doit prévoir les cas d'absence et d'empêchement, même provisoire. En l'occurrence, on suivra l'ordre des adjoints. La délégation de signature aux fonctionnaires. L'acte de délégation porte une matière délégable prévue par un texte. La délégation de signature est accordée aux fonctionnaires de la collectivité, moyennant arrêté signé par le délégant, visant les textes qui le fondent et définissant les contours de cette délégation. Le délégataire doit être nommément désigné par une délégation de signature pouvant s'adresser à deux bénéficiaires quand elle leur permet de signer en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, mais le bénéficiaire de délégation ne pouvant subdéléguer sa signature. Pour être réglementaire, l'acte devra être affiché dans les communes de moins de 3500 habitants et être transmis aux représentants de l'État. Les délégations sont accordées aux fonctionnaires de catégorie A, titulaires situés à un niveau de hiérarchie élevé. L'ensemble de ces délégations reste exercé sous la responsabilité du maire qui ne doit pas feindre de ne pas être au courant des courriers signés en son nom. Il est de coutume de réserver les signatures les plus importantes aux élus, même si rien n'interdit que le maire consente des délégations importantes de signatures à des cadres administratifs. Je donne ainsi délégation de fonctions aux adjoints nouvellement élus dans les domaines d'intervention qui sont les leurs. D'autre part, considérant qu'il est souhaitable pour simplifier et accélérer le traitement des factures, courriers et sans préjudice des délégations consenties aux adjoints, que délégation de signature soit donnée à certains fonctionnaires travaillant pour la commune de Villedieu-sur-Indre. Conformément à l'article L2122 du CGCT, je donne délégation de portée générale à M. Pascal Coutan, directeur général des services, dans les domaines suivants. Gestion du personnel, pour les marchés accords cadres, toute procédure confondue d'un montant inférieur à 220 000 €. Pour les modifications relatives aux marchés et accords cadres d'un montant inférieur à 220 000 €, lorsqu'ils n'ont pas d'incidence financière, qui diminue le montant initial du marché ou n'augmente pas le marché initial de plus de 20%. Les convocations aux commissions permanentes et spécialisées, et tout courrier ou document lié à l'activité de la commune de Villedieu-sur-Indre. Je vais préciser à chaque fois, notamment pour les trois agents concernés, par rapport au précédent mandat pour les élus sortants qui demanderaient s'il y a des modifications. Sur Pascal Coutan, en l'occurrence, il y a eu des modifications parce que c'était avant de manière générale et pas précisé. Donc on a regardé ce qui se faisait ailleurs, lui et moi, et Pascal Coutan m'a fait des propositions qui m'allaient. Donc on a précisé sa délégation de signature. Deuxième agent, conformément à l'article R2122-10 du Code général des collectivités territoriales, je donne délégation de signature sur certaines fonctions d'état civil subordonnées à Mme Valérie Charpentier, officier d'état civil, et en son absence à Mme Isabelle Gâteau. La délégation porte sur les actes suivants: réception des déclarations de naissance, de décès, déclaration de reconnaissance d'enfants, transcription, mention en marge de tout acte ou jugement sur les registres d'état civil, ainsi que délivrance des copies, enregistrement des PAX, légalisation des signatures, établissement de tout acte relatif aux déclarations ci-dessus, délivrance, attestation d'accueil et et de recensement des affaires militaires. Les délégués du maire peuvent délivrer toute copie et extrait, quelle que soit la nature des actes. Donc là, le statu quo, il n'y a rien qui change. Conformément à l'article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales, je donne délégation de portée générale à Mme Isabelle Gâteau, responsable du service des finances, pour les actes suivants: courrier de recours direct auprès des assureurs, certificat de paiement, bordereau de mandat, bordereau de titre, bon de commande, facture, état de frais de déplacement dont les formations, demande de congé et courrier lié au congé, et demande d'inscription à des stages. Idem, statu quo. Conformément à l'article L421-2-1 du Code de l'urbanisme, je donne délégation de signature à M. Loïc Doty dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire. Tout document d'urbanisme, réception de travaux, permission de voirie portant autorisation, accord technique préalable, les commandes de matériel et de consommables pour les services techniques dans la limite de 500 € maximum, les demandes de congé, les ordres de mission hors formation. Donc là, c'est un nouveau point. Loïc Doty avait, soit c'était très peu, soit il n'avait pas de délégation de signature, mais de fait, dans l'exercice de ses fonctions, il était obligé de le faire, donc simplement pour régulariser les choses et que tout fonctionne de manière cadrée et légale. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 12 et dernier point, questions diverses. Est-ce qu'il y a des points divers, des questions? Non. Et dans ce cas-là, je vous remercie. Oui, pardon, Laure Tourille. Ce
excusez-moi, j'ai une requête. Est-ce qu'il serait possible que chaque commission puisse faire un compte-rendu, que ce compte-rendu soit diffusé à l'ensemble des conseillers municipaux et des adjoints? Je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est une bonne idée. Donc on avait déjà parlé, nous, la majorité, si je puis dire, c'était quelque chose qu'on souhaitait, c'est-à-dire que chaque commission y ait un minimum de compte-rendu et que ça soit distribué ensuite au sein du conseil. Donc oui, pas de souci. Oui, ça permet à tout le monde de savoir ce qui se passe. Voilà. Avant de lever le conseil, est-ce que François-Philippe Thibault a peut-être quelque chose à dire ou pas? Vous féliciter déjà, monsieur le maire, de cette élection ainsi qu'à toute votre équipe. Je voulais simplement faire une déclaration d'intention. C'est l'usage de dire ça, mais je pense que dans une commune comme la nôtre, ça doit avoir un sens et une formation toute particulière. C'est que l'opposition, puisque l'usage nous a fait comme ça, que nous incarnerons pendant ces 6 années de mandat, sera une opposition qui sera bien sûr constructive, qui n'hésitera pas, bien sûr, à défendre ce en quoi on croit, mais ce dont elle croit majoritairement, c'est que l'intérêt général, surtout dans nos territoires, doit être défendu. Donc nous nous mettrons bien sûr au travail en ce sens. Il y aura bien sûr des débats, parfois des désaccords, mais toujours avec du respect et toujours avec ce sentiment que nous sentirons tous ici avec l'exigence réussie que le travail a été accompli et bien accompli. Voilà, donc vous avez bien sûr nos félicitations et l'assurance de notre totale implication et du respect qui gouverneront nos équipes. Merci beaucoup. Donc la séance est levée. Ce que je vous propose, c'est, on va devoir mettre un petit peu à jour les différentes bases de données, les documents, etc. Monsieur Macan, je ne vous oublie pas. Donc il y a un mini studio photo qui a été monté derrière. Donc chacun passe individuellement, ça permettra d'avoir une sorte d'organigramme utile et de présenter les nouveaux élus. Donc chacun, tous les élus du conseil municipal passer derrière. Il y a un pot également qui est donné. C'est ici, Claudine? Ok. Restez ici, il y a un pot qui va être servi pour, je peux dire célébrer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au moins ce premier conseil d'installation. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et M. Macan, une question? Non, c'est pour faire une photo si c'est possible avec les 5 adjoints. On va le faire, mais un petit peu après. Vous êtes pressés? Oui, s'il vous plaît. On va faire au mieux. Je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup.